2 mois après la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara, condamné pour crime contre l'humanité, une délégation de la Cour pénale internationale CPI est en mission à Conakry. Elle accompagne le déroulement du procès du massacre du 28 septembre 2009 où plus de 150 manifestants ont été tués et une centaine de femmes violées. Cette visite intervient dans un contexte tendu. La décision du général Mamadi Doumbouya d'accorder la grâce avant même l'épuisement des voies de recours est perçue comme une atteinte au principe de procès équitable. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme OGDH, qui représente les victimes, dénonce également une indemnisation partielle et jugée arbitraire. Selon l'article 4 du mémorandum signé avec la CPI, cette dernière pourra se saisir du dossier en cas d'entrave manifeste à la justice nationale. À Niamey, plusieurs organisations non gouvernementales, dont Alamophono Sahara et le réseau Maghreb Sahel, appellent à l'arrêt immédiat des expulsions de migrants de l'Algérie vers le Niger. Depuis début 2024, plus de 31 000 personnes ont été refoulées, souvent abandonnées à la frontière sud en plein désert sahélien, où les températures avoisinent les 50 degrés. Selon les informations, les expulsés dépouillés, malades, victimes de violences peinent à rejoindre Assamaka, localité nigérienne débordée. Les organisations dénoncent des violations massives des droits humains et qualifient cette zone de mouroir silencieuse. Elles appellent l'Algérie et l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC, leur reprochant leur silence face à cette crise humanitaire. Elles accusent également l'Union européenne de sous-traiter sa politique migratoire au détriment des droits fondamentaux des migrants, pour qui l'Algérie n'est souvent qu'un passage vers le nord. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté jeudi 22 mai à une écrasante majorité la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila, désormais exposé à des poursuites de la justice militaire. Sur 96 sénateurs, 88 ont voté pour, 3 se sont abstenus et 5 ont voté contre. Le parquet l'accuse de complicité avec la rébellion de l'Alliance du Fleuve Congo, mouvement du 23 mars actif dans l'est du pays. Il est visé pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Pour ces partisans du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, cette décision est une chasse aux sorcières. Ils contestent la compétence du Sénat et réclament un examen par le Congrès. En RDC, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est visé par une demande de levée d'immunité adressée à l'Assemblée nationale par le procureur général près la Cour de cassation. Il est soupçonné de détournement de fonds dans un projet de 39 millions de dollars destiné à construire une prison à Kisangani. Déjà 19 millions ont été versés à une société sans contrôle ni approbation de la première ministre en violation des procédures. Le financement provenait du Frivao, fonds sous tutelle du ministre et non du Trésor public. L'Association africaine de défense des droits de l'homme appelle à la prudence, estimant que s'il y a détournement, Moutamba doit être poursuivi, mais s'il s'agit d'accusations politiques, il mérite soutien. Selon les informations, les tensions entre le ministre et le parquet datent de novembre 2024 lorsque Moutamba avait ordonné une enquête sur un immeuble acheté à Bruxelles par le procureur général. Certains y voient un possible riposte. Selon certaines opinions judiciaires, l'affaire doit être traitée avec sérieux, sans esprit de vengeance. L'ancien premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo est condamné ce 20 mai 2025 par la Cour constitutionnelle à 10 ans de travaux forcés pour détournement de plus de 245 millions de dollars liés au projet avorté du parc agro-industriel de Bukangalonzo. La justice le reconnaît coupable d'avoir conçu, participé et bénéficié de ce détournement en validant des paiements fictifs et surfacturés. 2 accusés en fuite, Deogracias Mutombo et Christo Groblet, ont écopé de 5 ans de prison. Matata Ponyo, encore libre grâce à son immunité parlementaire, pourrait être visé par un mandat d'arrêt si l'Assemblée nationale ne le protège pas. La défense dénonce une décision politique et envisage un recours pour inconstitutionnalité. La Cour a ordonné la confiscation des biens des 3 hommes. S'il y a coup d'État, qu'est-ce qui a amené les coups d'État? Et pourquoi, quand les gens font des tripotages constitutionnels, la CEDEAO ne parle pas? Quand des gens briment des opposants, la CEDEAO ne parle pas, jusqu'à ce que certaines situations arrivent, on sort des communiqués, on fait des embargos et on menace d'intervenir militairement.
C'est ces erreurs qui nous ont conduit à ça. Et j'espère que la CEDEAO en tirera toutes les leçons. Même si ça a éclaté, nous continuerons à travailler ensemble. Nous avons 20 accords de coopération signés et ratifiés. Il y a 23 autres qui sont en cours de discussion. Vous pensez que c'est parce que le Burkina n'est plus dans la CEDEAO que ça va arrêter? Non. Nous allons continuer et même peut-être accroître la coopération. Les autorités tanzaniennes ont bloqué mercredi l'accès au réseau social INS après le piratage de nombreux comptes gouvernementaux. Les hackers ont annoncé à tort sur un compte ministériel la mort de la présidente Samia Suluhu Hassan. Ils ont aussi publié de nombreuses fake news, des propagandes et des messages pornographiques sur le compte de la police mardi soir. Nous sommes à la recherche de ceux qui diffusent de fausses informations, a déclaré la police tanzanienne dans un communiqué. Le porte-parole du gouvernement Gerson Sigwa a déclaré que le cyberespace tanzanien était sûr et qualifie ces attaques d'incidents mineurs. Il a par ailleurs exhorté les citoyens au calme. En Tanzanie, de nombreux politiciens intellectuels et critiques expriment librement leur opinion sur INS, même si l'approche des élections leur fait craindre le pire. Cette cyberattaque intervient dans un climat tendu après l'interdiction d'entrée en Tanzanie de l'opposante kenyane Martha Karua et ses collègues lundi. Joe Biden est malade. L'ancien président américain a été diagnostiqué d'une forme agressive d'un cancer de la prostate, ont annoncé ce dimanche les services de l'ex-chef d'État, précisant que le démocrate de 88 ans présentait une métatase à l'os. Bien que cela représente une forme plus agressive de la maladie, le cancer semble être hormonodépendant, ce qui permet une gestion effective de la maladie, déclare le bureau de Joe Biden dans un communiqué. Donald Trump s'est dit attristé par la nouvelle. Melania et moi, nous envoyons à son épouse et à la famille nos meilleurs vœux les plus chaleureux et nous souhaitons à Joe un rétablissement rapide et réussi, a déclaré le républicain sur la plateforme Trust Social. Joe Biden est battant et je sais qu'il fera face à ce défi avec la même force, résilience et optimisme qui ont toujours défini sa vie et son leadership, a déclaré sur son compte Insta son ancien vice-président Kamala Harris. L'administration Trump a décidé de retirer à l'université Harvard sa certification service l'empêchant d'accueillir des étudiants étrangers à partir de l'année scolaire 2025-2026. Dans un courrier adressé à l'établissement, la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, reproche à Harvard son refus de coopérer avec le gouvernement et l'accuse d'encourager un climat hostile aux étudiants juifs, de soutenir des mouvements pro-Hamas et de maintenir des politiques de diversité jugées discriminatoires. Cette décision s'inscrit dans une vaste offensive conservatrice contre les universités jugées trop progressistes. Harvard, qui accueille près de 27% d'étudiants internationaux, perd suite à cette décision un levier majeur de rayonnement mondial. L'université avait déjà subi le retrait de plus de 2 milliards de dollars de subventions fédérales. Des organisations de défense des libertés dénoncent une atteinte grave à la liberté académique et à la critique légitime d'Israël. La tension entre Washington et le monde universitaire atteint un nouveau sommet. Le parquet général russe a officiellement interdit ce 19 mai 2025 Amnesty International sur son territoire, qualifiant l'ONG de défense des droits humains d'organisation indésirable. Selon Moscou, Amnesty mènerait des projets russophobes depuis son siège à Londres, accusé de soutenir militairement l'Ukraine et de prôner l'isolement de la Russie. Cette décision s'inscrit dans la vague répressive visant les voix critiques depuis le début de la guerre en Ukraine. Le statut d'indésirable impose la cessation immédiate des activités et expose toute coopération à des poursuites judiciaires. Pour Amnesty International, qui avait déjà perdu son enregistrement officiel en 2002, cette interdiction n'est pas une surprise. L'organisation promet toutefois de poursuivre son travail de défense des droits humains à l'échelle internationale. Depuis l'adoption de la loi en 2015, 223 organisations ont été interdites par le Kremlin.